L'ouverture de travaux a eu lieu ce samedi à la Cité de l'Union africaine en présence du vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Mukoko Samba qui a ouvert ses assises au nom du chef de l'État Joseph Kabila. Les participants vont réfléchir sur la matrice des engagements nationaux qui comporte au total 56 critères de suivi et 347 indicateurs de mise en œuvre, le tout couvrant les réformes du secteur de sécurité. Jimmy Mavouba était présent à l'ouverture de ces travaux. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Mukoko Samba qui a ouvert ses travaux au nom du chef de l'État à Joseph Kabila. Je déclare ouvert le séminaire de validation de la matrice des critères de suivi et indicateurs de mise en œuvre des engagements nationaux de l'accord cadre. Ces assises qui avaient comme objet la validation de la matrice des suivis et indicateurs de progrès et concernant la mise en œuvre de l'ensemble des 6 engagements nationaux souscrits par la RDC au terme de l'accord cadre signé à Addis Abeba il y a plus d'une année. C'est l'ultime étape d'un long processus entamé il y a 10 mois. Les 3 derniers critères portant sur la promotion du développement économique et social, y compris l'expansion des infrastructures et de la prestation des services sociaux de base, la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances publiques, et la tolérance, la démocratisation et la réconciliation restaient à être développées et en même temps. Avec ses 56 critères et 347 indicateurs, la RDC a franchi une étape importante dans le processus de rétablissement de la paix et la stabilité en vue de son développement et celui de la région de Grand Lac. Le résultat est bon. D'une manière générale, la République démocratique du Congo est tentée de remplir petit à petit les engagements souscrits et de très bonne façon. Nous sommes en train de faire un effort d'intégration de l'accord cadre avec le programme d'action du gouvernement. Parce qu'il faudrait que les différents critères qui ont été retenus, les différents axes qui ont été retenus puissent intégrer les programmes sectoriels. Après validation, la tâche à laquelle devra s'atteler le mécanisme national des suivis est l'élaboration du plan d'action pour s'assurer de l'effectivité des mesures prises par la RDC dans les cadres de cet accord. Processus électoral en RDC, les organisations de la société civile de Kinshasa ont sollicité et obtenu de la CENI la prolongation de l'opération d'accréditation des observateurs. L'abbé Apollinaire Malumalou l'a annoncé aux requérants venus très nombreux dernièrement au centre d'accréditation de Chaumba, ici à Kinshasa. Toutes les dispositions sont prises pour que toutes les structures demanderesses soient servies, affirme l'abbé Apollinaire Malumalou. Depuis le 10 juin jusqu'au 10 juillet dernier, l'opération d'accréditation des observateurs long terme a déjà enregistré près de 18 000 demandes et environ 2 000 observateurs long terme sont déjà accrédités, parmi lesquels 15 internationaux, dont 2 Tchadiens, des Américains et plusieurs Africains. Et devant l'engouement des demandeurs, les membres de la plénière présents à Kinshasa ont décidé de prolonger cette opération d'1 mois pour permettre à toutes les organisations de faire accréditer leurs mandataires auprès de la CENI. Des dispositions pratiques pour résorber les longs files d'attente ont été prises. Un système de jetons par jour des 6 couleurs du front correspondant aux 6 jours ouvrables de la semaine. De plus, à la fin de cette opération, la CENI va organiser une formation des formateurs de 5 personnes par organisation qui, à leur tour, formeront leurs membres en vue d'éclairer la lanterne de ces observateurs sur leur rôle et sur leur contour du cycle électoral en RDC. L'opération d'accréditation des observateurs long terme s'étendra jusqu'au 10 août 2014. Opération DDR en République démocratique du Congo. Il faudra 85 millions de dollars pour financer la démobilisation et la réinsertion de 12 000 ex-combattants. Ce plan vise notamment à mettre fin aux groupes armés qui pullulent, vous le savez, depuis plus de 20 ans dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit une fois de plus Mathieu Kamango. Le plan DDR est déjà acté en République démocratique du Congo. Le plan a été présenté lors de la cérémonie organisée ce vendredi au cabinet du vice-premier ministre en charge de la Défense.
Il faudra 85 millions de dollars américains pour financer la démobilisation et la réinsertion de 12 000 ex-combattants. Un plan qui vise à mettre fin à la quarantaine de groupes armés dans l'est de la RDC. Ce plan a été présenté vendredi par le ministre de la Défense de la RDC. Objectif, convaincre la communauté internationale de mettre la main à la poche et de participer au financement de ces plans, car 4000 ex-combattants sont déjà cantonnés il y a 6 mois. Ces montants contribuera à leur rééducation et formation en vue de leur retour à la vie civile. Un plan qui se veut le dernier. De la commission interministérielle en charge du DDR et au mien propre, exprimer mes plus vifs et sincères remerciements à tous les pays, aux organisations ou organismes partenaires pour l'honneur que vous nous avez fait d'être présents à cette cérémonie de remise du plan global unique du DDR3. La matérialisation de ces plans sera une alternative durable aux combattants et mettra fin au phénomène de milices armées dans l'est de la RDC. Dans un autre chapitre, la 4e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie appartient désormais à l'histoire. Au cours de ces assises, les participants ont adopté des cadres stratégiques de la période allant de 2013 à 2017 pour donner d'autres orientations à cette organisation internationale. Parmi les recommandations figure l'appel au respect de l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC. À cela s'ajoute la non-ingérence des pays étrangers dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Il faut le signaler aussi que c'est le sénateur canadien Paul McIntyre qui assure désormais la présidence de cette organisation. Précision avec Crispin Chibassou. La 40e session de l'APF a connu un franc succès. La délégation congolaise a pris une part active aux travaux, en commission comme en plénière. La direction de la 40e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a été co-présidée par la présidente, Madame André Champagne, et le premier vice-président de l'APF, Obemina Kundialanjoko. Les matières prévues à l'ordre du jour ont été examinées par les participants en toute responsabilité avec dextérité. Plusieurs recommandations ont été adoptées dans l'avis de l'APF qui devra être transmis aux chefs d'État et de gouvernement à marge du 15e sommet de la francophonie au Sénégal ayant comme thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». À l'unanimité, la 40e session a décidé de la levée des mesures de suspension du Mali, de la Guinée, de Madagascar. À cela s'ajoute la levée de la mesure de la mise en observation de la République de Côte d'Ivoire. Tout un symbole, le message de la République démocratique du Congo à ces assises a été rendu par une femme députée de l'opposition. Faisant mention de la situation politique dans le pays membre, l'APF a réaffirmé son attachement à l'indépendance de la République démocratique du Congo, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la RDC. La 40e session de l'APF a confirmé sa volonté de voir les rapatriements volontaires des réfugiés centrafricains conformément à la Convention de Genève. Défavorisée par son âge avancé, Madame André Champagne a démissionné de son poste de présidente de l'APF et a été remplacée à ce poste par le sénateur canadien Paul McIntyre. En marge de ces assises, le président de l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'APF, Obemina Kundialanjoko, a conféré avec le jeune président de la Chambre des communes du Canada, né en 1979. À 35 ans, ce jeune président bénéficie de la confiance de ses collègues pour la direction de cette chambre législative. Après avoir été investi à la présidence de l'APF, le nouveau président a eu un tête-à-tête avec Obeminaku, vice-président de l'APF. Bien avant, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kundialanjoko, avait reçu le président du Conseil national de transition, organe législatif de la République centrafricaine. Après la clôture de la 40e session de l'APF au Canada, le prochain rendez-vous de parlementaires de la francophonie est fixé pour juillet 2015 à Berne, en Suisse.
Après une participation aux concertations nationales, les Congolais de la diaspora fédérée croient à la ferme volonté du chef de l'État d'améliorer les conditions de vie de la population. Ils l'ont fait savoir. C'est ainsi qu'ils invitent également la classe politique congolaise ainsi que les confessions religieuses d'œuvrer pour l'intérêt supérieur de la nation. Suivez. C'est l'occasion pour nous de saluer l'extrait du discours du chef de l'État du 29 juin 2014, encourageant tous les Congolais qui vivent en dehors de la RDC à y revenir et prendre place au sein d'un Congo en pleine croissance. C'est aussi le lieu pour la DSFC de dénoncer la mise à l'écart de la diaspora congolaise dans les structures post-concertation, tout en espérant qu'en ce qui concerne la commission économique et sociale, les 2 sièges réservés à la diaspora lui reviendra effectivement. En ce qui nous concerne, l'article 10 de la Constitution qui consacre l'exclusivité de la nationalité congolaise devrait subir une modification en remplaçant la notion d'exclusivité par celle de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Ce qui permettra à nos compatriotes qui ont obtenu une autre nationalité de recouvrir leur droit constitutionnel de voter et de se faire élire. La DSFC appelle la classe politique à s'interdire toute agitation et se concentrer à gérer les besoins quotidiens des populations. Car, de par la Constitution, la nomination du Premier ministre ainsi que la mise en place du gouvernement relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. De ces faits, nous exhortons la CENI ainsi que la classe politique congolaise, toutes tendances confondues, à un dialogue franc et sincère le plus tôt que possible afin de trouver un terrain d'entente pour un calendrier électoral complet et réaliste. Aux uns et aux autres d'assumer leurs responsabilités au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Dans l'actualité également, le prix du carburant à la pompe a été revu à la hausse depuis ce samedi matin. 1475 francs congolais pour l'essence et 1465 francs pour le gazole. Une situation qui inquiète bien entendu les automobilistes. Le constat a été fait ce samedi matin par nos reporters. Encore un pressentiment jeudi et vendredi dans la matinée. L'augmentation du prix du carburant est désormais officielle. 50 francs congolais se sont ajoutés aux 1400 du litre d'essence qui passe donc à 1475, tandis que celui du gasoil revient à 1465. Le chauffeur s'est dit surpris. C'était une très grande surprise de voir que officiellement le gouvernement de la République n'a pas encore décidé du montant, évidemment de commun accord avec les tenanciers de ces stations, mais on vient d'apprendre qu'ils ont augmenté pratiquement d'eux-mêmes. Et c'est une très grande surprise. Je crois que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Il faut qu'ils commencent par faire une déclaration relativement officielle où on prévient les consommateurs qu'il y a eu augmentation. Ça, c'est la surprise. Ça veut dire qu'ils sont passés de force et que le gouvernement est dépouillé par rapport à ça. Et pourtant, c'est un représentant du ministère de l'économie nationale qui a fait cette annonce à la télévision publique. Selon lui, il s'agit d'une décision consensuelle et pétroliers privés, hôtel de ville de Kinshasa et association de chauffeurs du Congo. Tous ont consenti au maintien en l'état du coût du transport urbain pratiqué jusqu'ici. Mais en sera-t-il le cas? Un peu choquant. On ne comprend pas comment ça va devenir compliqué. Vous vous réveillez le matin, on vous dit que le prix du carburant a augmenté. Qu'allons-nous faire? Nous n'avons qu'à augmenter aussi le prix du transport. Nous demandons au gouvernement de nous permettre aussi d'augmenter le prix du transport, sinon nous allons travailler en perte en ce qui nous concerne. C'est le week-end à Kinshasa. Il faudra sans doute attendre les débuts de la semaine pour en avoir le cœur net sous la fluctuation ou non. Voilà, sur ce plateau pour en parler, nous sommes avec le journaliste économique Jérôme Sekana. Beaucoup d'automobilistes se disent surpris par cette décision. Pourquoi hausse de prix? Et en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan international pour que nous puissions avoir ces conséquences sur les pompes de la République démocratique du Congo?
Merci pour l'invitation d'abord. En tout cas, ils ont le droit de s'inquiéter parce que quand on augmente le prix du carburant à la pompe, les conséquences désastreuses sont nombreuses, non seulement en ce qui concerne les usagers de la route, mais également les consommateurs de divers